Bonsoir à tous pour un nouvel entretien du Cercle Jean Mermoz. Aujourd'hui, nous recevons Louis Saillant. Louis Saillant, bonsoir. Bonsoir. Alors, Louis Saillant, vous avez été commando marine, vous avez travaillé dans le renseignement militaire. On vous a vu à plusieurs reprises prendre parole publiquement sur différents médias. Aujourd'hui, nous vous recevons et nous aimerions discuter avec vous de votre engagement au sein de l'armée et plus généralement ensuite de comment vous pensez la guerre au XXIe siècle et de la place de l'armée dans la société. Alors la première question, ce serait peut-être par commencer, si vous pouviez nous présenter votre parcours, qu'est-ce qui a motivé votre engagement et plus généralement votre parcours qu'est-ce qui a caractérisé votre parcours dans les forces spéciales et le renseignement. Alors, moi, je suis rentré dans l'armée presque comme, comme on tombe d'une chaise. C'était pas du tout prévu. C'était quelque chose qui m'est tombé dessus de manière complètement opportune euh, et, euh, et qui a été pour moi un catalyseur dans ma volonté de servir, qui est finalement un peu l'axiome principal qui a motivé mon engagement. Donc, je suis rentré. Alors, ce qui est important de souligner, c'est que j'ai pas eu un parcours tout lisse. J'ai commencé donc dans l'université pour être prof. Ensuite, j'ai quitté pour rentrer dans l'armée de l'air en tant que pilote. J'ai fait ma formation pendant 3 ans et à l'issue de laquelle j'ai bifurqué vers le, le, le stage commando marine et les opérations spéciales par la suite. Donc, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans les opérations spéciales, que ce soit chez les commandos marines ou dans le renseignement au profit des opérations spéciales. Donc ça a été des expériences assez riches, très riches même. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai été très privilégié. On est dans une période qui est quand même riche en bataille, riche en ennemis, et c'est quelque chose qui est assez profitable quand on est dans ces unités-là. Et vraiment, ce qui m'a maintenu et qui m'a permis de garder, comment dire, si je devais résumer euh, la notion principale de toutes ces années, c'est cet engagement à servir. Et d'ailleurs, c'est ce que disent les militaires. Ils ne disent pas je travaille, ils disent je sers. Et je trouve que ça a une résonance particulière, hein, surtout dans notre monde où, où finalement on se sert peut-être plus souvent qu'on ne sert. Effectivement, c'est un beau terme, c'est vrai qu'on le retrouve très peu dans le monde professionnel au final. Il y a deux questions qui se télescopent là. Oui, dans quel grade avez-vous terminé votre carrière et D'accord. que faites-vous maintenant si votre carrière est terminée dans l'armée? Ouais, ouais. Alors moi, j'ai terminé ma carrière dans l'armée. J'ai fait 14 ans dans l'armée et j'ai terminé au grade de capitaine. Alors, je fais encore de la réserve. Donc voilà, donc je continue en pointillé. Euh, enfin, je suis en train de m'organiser pour en faire. Et actuellement, je suis en train de monter une association d'anciens militaires, ça et d'autres activités annexes. Euh, et donc, c'est ce qui prend le plus clair de mon temps. C'est une association qui a pour destination de s'adresser aux gens qui ont un lien avec les armées, un lien avec les forces de la nation, que ce soit les gendarmes, les pompiers, les policiers, les militaires, bien sûr. L'idée, c'est de regrouper un petit peu toute la nouvelle génération du feu, ce qu'on appelle la quatrième génération du feu, qui correspond à peu près à l'Afghanistan et aux guerres au Mali, au Levant. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai écart de pensée, de réflexion entre la société civile et le monde militaire, la communauté militaire. Et cet écart, quand les militaires, notamment, quittent, s'en rendent compte, ils se rendent compte à quel point notre monde est très différent et ne retrouvent plus d'endroit où se retrouver, où partager les valeurs qu'ils ont développées, qu'ils ont chéries pendant toutes les années où ils ont servi les armées françaises. Donc nous, on D'accord. aimerait reproduire ça, mais que ça parle aux jeunes, que ça parle euh, à toute cette nouvelle génération qui ne se retrouve pas malheureusement dans les générations d'Algérie, d'Indochine, de combattants d'Algérie, d'Indochine, qui ont
qui ont des références qui sont parfois un peu trop éloignées pour qu'ils puissent y adhérer. Même si on les aime beaucoup, du coup, ça ne colle plus dans la réflexion et, et la vision des choses. Même si on conserve ce socle de valeurs communs. D'accord. Et, et donc, nous avons vu intervenir donc à plusieurs reprises. Il est assez rare, malheureusement à mon sens, de voir donc des personnalités ayant été dans l'armée intervenir publiquement dans le débat public. Et je voulais savoir alors vous avez répondu en partie, mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier de plus qui a motivé cette volonté de prendre parole au débat? Qu'est-ce qui vous a poussé à intervenir publiquement? Je pense qu'il y a, je pense qu'il y a toujours eu une tradition militaire française, en tout cas, d'intervention des militaires dans les débats. Mhm. Il y a toujours eu. De tout temps, on a des militaires qui sont intervenus politiquement, qui sont intervenus moralement, idéologiquement sur la scène publique. Et donc, quelque part, je ne suis finalement, je ne fais rien de très nouveau. La seule différence, on va dire, avec mes aînés, c'est qu'il y a eu une période, disons, où la communication, où la parole des militaires était assez jugulée. Et cette période, c'est toute la période d'après Algérie. L'Algérie française, le conflit qu'il y a eu en Algérie française a été une espèce à la fois d'électrochoc pour les militaires, pour les cadres militaires, et ça a été aussi vécu comme une espèce de trahison à l'issue de laquelle il y a eu une espèce de purge intellectuelle des armées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont exprimés lors de l'Algérie en opposition avec le gouvernement français. Quand on pense aujourd'hui qu'on passe notre temps à dire qu'il y a le politique d'une part et le militaire de l'autre et que les deux ne doivent pas, il ne doit pas y avoir de capillarité entre les deux, c'était quelque chose qui n'était pas du tout pris en compte jusque dans les années 60. Tous les conflits qu'on n'a jamais menés, il y a toujours une capillarité, voire un mélange complet des deux. Donc, quelque part, moi, je crée rien, je n'invente rien, mais je pense que je ressuscite. Alors, moi seul, je ne pense pas, mais on est plusieurs militaires à commencer à s'exprimer. Et je pense que tous ensemble, on forme un espèce d'élan qui ressuscite cette tradition d'intervention où on donne notre avis et quand on a des choses qui vont à l'encontre des valeurs militaires, je pense que c'est très important de pouvoir le dire, peu importe que ça touche le politique ou non. D'accord. Oui, donc vous vous placez en fait dans la continuité et je pense qu'un épisode qui est révélateur de ce que vous venez de décrire, c'était, il me semble, il y a quelques années de cela, dans la revue de la Défense nationale, un article d'un colonel sur la guerre en Syrie. Je crois que c'était Colonel en Legris, 2010. Oui, exactement, le colonel Le Grier, ouais. qui avait été alors, retiré de la revue, pour dire. Alors, non seulement il a été retiré, mais le colonel Legris a été mis au placard. D'accord, ah, ça je ne savais pas. C'est Je ne quand sais même pas si. assez étonnant dans le pays de la liberté, dans le pays qui se vante d'être le pays des Lumières et de tous ces lieux communs. C'est quand même très étonnant de voir qu'à peine un militaire s'oppose au pouvoir politique, il est mis au placard. Et je Surtout. trouve que c'est même assez alarmant. Et oui, parce que cet article en soi était un retour d'expérience sur ce Mais qui avait absolument, absolument. marqué dans les opérations, dans la reprise d'Idlib, si je ne me trompe pas. Il y a un autre exemple qui est assez intéressant, mais vous verrez que les conséquences n'ont pas été les mêmes. C'est un bouquin qui s'appelle Vers une armée de métier, qui a été publié en 1934. Ce bouquin, il a été écrit par le colonel de Gaulle. Et alors, le colonel de Gaulle ne fait pas un compte-rendu de son expérience en expliquant ça va à l'encontre des politiques. Il critique directement les politiques sur leur méthodologie quand ils mènent des conflits géopolitiques et sur toute la tactique française. Donc, il critique directement ses généraux, il critique directement ses supérieurs par ce bouquin-là. C'est un bouquin qui était très mal reçu. Hein. On l'appelait le néo-boulangiste quand il est sorti. Donc, c'est dire à quel point
à quel point il y avait une tonalité de parole qui était différente à cette époque-là. Et pourtant, il a pu continuer sa carrière, alors plus ou moins sereinement. Peut-être qu'il y a eu quelques frottements par endroits, mais il a continué sa carrière, bon an, mal an. Et ça, c'est quelque chose que je regrette de ne plus avoir, cette facilité, cette liberté de parole. D'accord. Donc, il y a réellement une mise sous coupe, Non, on mais, va dire. si vous voulez, regardez, j'ai un exemple simple. Quand vous sortez un livre et que vous êtes militaire, toute la hiérarchie vous met en pression. Et alors, moi encore, j'étais officier. Donc, imaginez que vous soyez sous-officier ou encore homme du rang. Donc, j'ai récemment eu un ouvrage d'un homme du rang qui racontait sa guerre en Guyane. Donc, c'est un gars de l'armée de terre qui était parti en Guyane chasser des orpailleurs. Il lui est arrivé des choses incroyables. Il a écrit un bouquin. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez un aventurier, un gars qui sert son pays et qui écrit un bouquin. Et en plus, ce bouquin n'était pas mauvais. Il écrit son bouquin. Je lui dis, formidable, il faut le publier. Il me dit, bah non, je ne peux pas. J'ai peur. On va m'interdire de l'écrire, j'ai peur de révéler le secret opérationnel, etc. Toute sa hiérarchie lui a mis la pression pour que le bouquin soit relu, multi-relu, qui passe à la moulinette de l'administration militaire, qui est à l'image de l'administration française en général, hein, donc très lente, très paresseuse et sans effet. Donc, ce gamin-là, qui avait l'occasion de faire un beau livre qui aurait pu inspirer d'autres personnes, ou tout du moins rayonner dans le civil, n'a pas eu cette occasion à cause de la pression que la hiérarchie militaire lui a mis, alors qu'il n'y a aucune loi qui contrevient à l'édition d'un livre quand on est militaire. Et je sais de quoi je parle. D'accord. Bien au C'est contraire, j'irais même au-delà. On nous encourage même à écrire. En 2018, le général Lecointre a dit « écrivez ». Moi, je trouve ça assez paradoxal. En 2018, il dit « écrivez ». Moi, j'écris. Et dans la foulée, on me dit hop, 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 ce bouquin devrait passer sous les fourches codines des bureaux de censure de l'armée, alors qu'il n'est pas censé y en avoir. Hein. On est censé avoir une armée où il n'y a pas de bureau de censure. La censure, il y en a à la marge, sur les sous-marins, si vous voulez, pour les nouvelles que donnent les familles. Mais bon, des petits cas particuliers comme ça, mais pas dans l'édition d'un livre, ou même l'écriture tout court. Le nombre d'amis que j'ai qui écrivent sous pseudonyme parce qu'ils sont militaires et qu'ils ne veulent pas se faire pincer est affligeant. d'accord. Donc, il y a un réel problème, on va dire, au sein de l'institution militaire, en tout cas dans la communication et dans le. Bah, c'est une catastrophe. Oui, et donc ça va me permettre peut-être d'aborder le sujet suivant. Comment alors, parce qu'on entend beaucoup parler de problèmes de recrutement dans l'armée, et Oui, le fait que pour l'impossibilité au final de certains militaires de partager leurs propres expériences, euh, enfin, quand on imagine qu'aux États-Unis, on va avoir la machine d'Hollywood qui va mettre en scène, je peux penser au film American Sniper, par exemple, on va mettre en scène vraiment le soldat américain, on va mettre en scène les guerres, etc. Et alors qu'en France, même un simple livre d'un militaire, lui, sera censuré. Et je voulais voir de votre point de vue sur les difficultés de l'armée, en fait, à recruter. alors premièrement, je pense qu'il y a une problématique de responsabilité, une problématique d'engagement. Quand je vous parlais de la fin de la guerre d'Algérie, il y a eu une purge énorme de tous les officiers qui avaient un peu trop de caractère. Donc ça a généré une espèce d'ambiance où on a commencé à comprendre que si vous étiez un peu trop sonore, bon, ça risquait d'être compliqué pour votre avancement. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui pour lesquels l'avancement est essentiellement fondé sur l'idée que vous serez l'officier qui fera le moins de vagues. Moins vous ferez de vagues, mieux vous serez. Plus vous irez loin. Une Alors, fonctionnalisation de l'institution militaire. un petit peu, un petit peu. Alors, ceci étant dit, je reconnais qu'en temps de paix, commander, c'est extrêmement difficile. C'est très difficile de commander en temps de paix. Et donc, par conséquent, il est très difficile de sélectionner ses meilleurs éléments en temps de paix, puisque le militaire est quand même, par essence, fait pour la guerre. Et donc, s'il ne peut pas faire la guerre, sur quoi est-ce qu'on va le juger? Sur ses performances sportives, sur son aisance orale, sur le bon comportement de ses hommes. C'est quand même assez complexe. Donc, il y a ce premier phénomène-là, le phénomène de fonctionnariat.
Ensuite, rappelez-moi votre question initiale, j'ai perdu le fil. Pourquoi l'armée peine-t-elle à recruter? Ah, c'est ça, et on va y venir. Donc, on a cette problématique-là. On a une autre problématique, c'est que dans les armées, il y a donc, on nous rabâche les oreilles avec la séparation des pouvoirs, avec la séparation du pouvoir. Oui, la non-communication, la non-transmission des pouvoirs entre le politique et le militaire. Le devoir de Or, réserve, j'imagine. et le devoir de réserve, bien sûr, qui est un devoir qui n'est ni plus ni moins qu'une épée de Damoclès, puisque le devoir de réserve n'est pas défini en soi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont définies dans les armées, très clairement. Vous prenez un sous-marin nucléaire français, il y a deux choses que vous ne pourrez jamais connaître. Deux choses qui font partie des secrets de Polichinelle les mieux gardés. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas un secret de Polichinelle, c'est un vrai secret défense. C'est la forme des hélices, parce que c'est ce qui donne la signature acoustique d'un sous-marin. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une donnée qui est absolument confidentielle. Donc ça, c'est spécifié. Si demain, je fais un dessin d'hélice de sous-marin, je vais aller en prison, je le sais, puisque l'État va porter plainte pour trahison, haute trahison, et voilà. De la même manière, un sous-marin, la profondeur de plongée est une donnée secrète. La profondeur de plongée maximum est une donnée secrète. Donc, et c'est normal, ça fait partie des secrets opérationnels, c'est normal, c'est simple qu'il y ait ces secrets-là. En revanche, si vous savez qu'il y a ces secrets à ne pas révéler, et vous voulez parler d'autre chose qui, en l'occurrence, n'est pas secret, on va quand même vous mettre la pression sous prétexte qu'il y a ces secrets à ne pas révéler. Donc finalement, ça devient une excroissance, ça devient une excroissance du secret militaire qui commence à tout recouvrir et qui permet de manipuler finalement une certaine forme de communication dans les armées. D'une part, alors il y a un bouquin qui a été écrit sur le secret défense en France, qui est très intéressant, dont j'ai plus le titre, mais qui explique en fait tous les cas qui ont été classés secret défense et qui finalement n'ont pas forcément d'intérêt à être classés, n'avaient pas d'intérêt à être classés défense, mais le fait de les classer défense, ça permet politiquement de ne pas avoir de conséquences. Prenez le cas du Bugel-et-Braise, par exemple, le bateau de pêche qui a coulé au large de Brest, je ne sais plus en quelle année. On ne sait pas comment il a coulé, mais son naufrage est classé secret défense. Donc on ne saura jamais qui est responsable de quoi. Politiquement, c'est très aisé, afin de ne pas, éventuellement, si un allié pouvait être impliqué dans son naufrage, de ne pas froisser les relations diplomatiques. C'était celui où on soupçonne un sous-marin anglais, je crois, d'avoir C'est ça, mais réémergé. ça reste des soupçons, mais on met tout ça sous le tapis et ça restera verrouillé là grâce au secret défense. Pour revenir à la séparation du politique et du militaire, donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on nous martèle systématiquement. Dès que vous faites une cérémonie avec un général, il vous expliquera qu'il ne peut pas s'exprimer sur la décision de la préfète, il ne peut pas s'exprimer sur la décision du ministre, etc., parce qu'il doit respecter le devoir de réserve, le devoir de séparation, etc. Bon, la réalité est tout autre. C'est qu'il y a effectivement, le général respecte bien ça, mais donc l'armée ne déteint pas sur les décisions civiles. En revanche, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que politiquement, on a des phénomènes qui déteignent dans les armées, alors qu'ils ne devraient pas toucher à l'intégrité des armées. Je pense notamment à des phénomènes de subversion sociale, comme par exemple ce phénomène de wokisme, voilà, ou de mise en avant des minorités, qui est, je trouve, absolument malsain, donc de mise en avant des personnes de couleur, etc., ce que je trouve d'un racisme sans nom, dans la communication. Donc on a ça dans la publicité aujourd'hui, on a ça dans la communication gouvernementale. Vous n'avez pas un clip où vous avez des gens d'origine maghrébine, d'origine noire, etc. Peu importe la représentation nationale que c'est, mais moi je trouve ça affligeant. Et l'armée se calque là-dessus. Donc l'armée, quand on fait des photos, il faut qu'il y ait une femme, on va prendre un noir et on va le mettre derrière la ministre parce que ça fait bien, la ministre de la Défense, etc. Et je trouve ça affligeant. Il y a une manipulation des consciences par ce biais qui vient du politique finalement, qui vient de la gouvernance. Et ça, par contre, tout le monde accepte. C'est-à-dire tous les généraux acceptent parfaitement certaines manipulations qu'on peut voir. Je pense notamment
une autre réflexion qu'on a eue avec des amis sur des films français qui sont tournés dans les armées, où on voit des espèces de clichés terribles qui ne sont autres que des cadres politiquement corrects que personne ne veut admettre et aucun militaire ne veut relever. Or, ils le savent très bien. Enfin, tout le monde est parfaitement conscient des phénomènes. Donc, Oui, excusez-moi, je digresse un oui, peu, mais oui. c'est censé, pour moi, ça a été vraiment la conclusion de cette histoire, c'est que si on n'arrive plus à recruter, ou on arrive à recruter, mais s'il y a une difficulté à fidéliser et parfois à recruter aussi, c'est essentiellement que l'on ne répond plus à la volonté initiale des jeunes qui s'engagent dans les armées, on ne leur répond plus à leurs aspirations initiales. L'aspiration d'un jeune quand il rentre dans l'armée, c'est quelque chose qui n'est pas politiquement correct, puisqu'il va rentrer pour l'aventure, pour la bagarre, pour les copains. Alors qu'aujourd'hui, on veut que les jeunes rentrent pour des valeurs complètement abstraites, telles que la solidarité internationale, on veut qu'ils prônent l'OTAN, on veut des choses qui sont très difficilement palpables. Bon, l'OTAN, c'est peut-être un mauvais exemple, mais qu'est-ce qu'on peut avoir Prenez les casques bleus. ouais, la Enfin, diversité, par exemple, la diversité dans la société. C'est-à-dire qu'on a ça qui est mis en avant dans la communication de l'armée. Donc ça ne correspond plus du tout à ce que les jeunes veulent chercher. Vous regardez les affiches des parachutistes coloniaux dans les années 70, c'était pour la gloire, pour la bagarre et pour la gloire, pour la bagarre. Voilà, je crois que c'est ça. Et on voit un cliché, mais c'est un cliché absolu, hein, je le reconnais, mais on voit un soldat colo pardon, de la coloniale, manche retroussée, béret sur le front, rasé de près, sa mitrailleuse dans la main, et qui fait un geste de la main à celui qui regarde l'affiche en lui disant « Viens avec nous, tu vas voir, c'est l'aventure ». Donc c'est quelque chose qui respire l'audace, qui respire l'initiative et la force, et ce n'est plus du tout ce qu'on retrouve dans les clips ou la communication de manière générale des armées, qui se veulent inclusifs, qui se veulent non offensifs, qui se perdent finalement dans une on perd le idéologie. sens de l'armée, en fait, le sens primaire en fait, de ce à quoi une armée est. Exactement, exactement. Parce que je vous rappelle que l'armée, c'est quand même 80% d'hommes. Et les 80%, c'est généralement dans une unité de mêlée, une unité combattante. Donc, du coup, dans ces unités-là, la communication, elle passe très mal. La communication des armées, ils ont beaucoup de mal avec ça. Et ça contribue à atteindre, à réduire le moral des troupes. D'accord. Parce que les troupes se disent, mais nos chefs ne comprennent plus du tout nos aspirations initiales, en fait. Pourquoi on est là? On n'est pas là pour soutenir la diversité, pour l'enrichissement culturel. Enfin, je ne sais pas trop quel terme ils utilisent, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour l'aventure, on est là pour le voyage, on est là pour les copains, on est là pour la bagarre. En Pour fait, la ça ressemble patrie. à ça. Comment? Pour la patrie. On est là pour la patrie. Mais c'est des trucs qui sont. Il y a un vrai paradoxe, en fait. C'est vraiment très paradoxal. D'accord. Donc, on retrouve quelque part aussi le sens de votre engagement désormais en dehors de votre carrière militaire, le fait de vouloir aussi permettre aux anciens militaires une fois revenus à la société civile, on va dire, dans le cadre civil, de pouvoir se retrouver entre eux parce que on remarque vraiment une fracture euh, le- entre les armées, enfin, l'institution, les armées, pardon, le corps des armées et la société dite civile. En dehors de cette fracture sur laquelle je pense se reviendra, enfin, je pense qu'on a même abordé le thème aujourd'hui, c'est quelle est, comment repenser aujourd'hui la place du soldat dans la société. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, on voit bien que la guerre, c'est plus seulement des hommes sur un champ de bataille. On a la guerre s'invite dans la vie de tous les jours, ce qui a été théorisé comme la guerre totale, la guerre informationnelle, la guerre hors limite, pour reprendre le titre d'un ouvrage écrit par certains colonels chinois. Euh, alors, ma question voilà, était la suivante, c'est comment repenser la place du soldat et de la guerre dans notre société? Parce qu'il faut dire qu'on est quand même dans des sociétés qui
ne conceptualisent même plus en fait le phénomène de guerre en dehors de ce qu'on peut voir sur les écrans, je veux dire, mais le fait vraiment de devoir combattre, de devoir s'engager, de risquer la mort. Comment cela, on peut le réinsérer dans la société, comment on peut faire, comment l'armée, les soldats peuvent-ils aider quelque part la société à repenser tout cela? Euh, Resimplifier ma question. Comment repenser la place du soldat et de la guerre dans notre société? hmm. Et faut-il... mais, Oui, allez-y, allez-y. non, mais je pense que je comprends à peu près l'esprit. Aujourd'hui, il y a un décalage, mais il y a un décalage pour plusieurs raisons. Alors, ce que vous sous-entendez, arrêtez-moi si je me trompe, c'est qu'il y a un décalage par rapport au rapport à la violence. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a d'une part un rapport à la violence qui est assumé et qui est maîtrisé dans les armées, et un rapport à la violence qui est un petit peu rendu abstrait dans la société. Mhm. C'est ça que vous Oui, voulez dire? oui. Alors, je suis assez d'accord avec l'analyse, hein. On a un rapport à la violence qui est très faible, enfin, qui est assez maigre finalement dans nos sociétés, puisqu'on a des sociétés qui sont très civilisées. On a des sociétés qui sont beaucoup développées et qui aujourd'hui permettent d'avoir des rapports qui ne soient pas complètement liés à un rapport de force. Enfin, c'est toujours un rapport, il n'y a pas forcément un rapport de force, mais la violence est toujours une option. Je m'explique. Quand vous avez affaire à quelqu'un, surtout les hommes, puisque le mécanisme principal offensif chez les hommes, c'est la violence. Quand deux hommes se parlent, de manière générale, il y a toujours la possibilité du recours à la violence. Et c'est ce qui rend, d'ailleurs, les rapports très cordiaux. De manière un peu stéréotypée, chez les femmes, les mécanismes sont un petit peu différents. Une femme, son premier système offensif, on va dire, ce n'est pas le recours à la violence, ce n'est pas la violence, c'est la destruction de réputation. C'est son premier outil. Donc en fait, quand la femme discute, elle n'a pas le recours à la violence comme arme immédiate. Ça peut être effectivement un des recours, mais ce n'est pas le recours immédiat. Le premier recours, c'est que si la situation tourne court, alors elle fera en sorte d'avoir de rentrer dans un système de destruction de violence, de destruction de réputation, pardon. Tandis que l'homme, si jamais la situation tourne court, peut en venir aux mains. Et c'est d'ailleurs son premier recours. Donc, ce qui fait que les rapports dans nos sociétés, et c'est ce qui fait que d'ailleurs que plus vous avez la possibilité d'avoir recours à la violence, plus les relations sont courtoises. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir avoir recours à la violence, ce qui fait qu'en fait, vous êtes finalement un petit peu sans défense dans les échanges que vous pouvez avoir autour de vous. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, la violence est quelque chose qui est un peu éludé dans nos sociétés, qui fait que les rapports sont de moins en moins courtois, puisque vous ne pouvez pas aujourd'hui provoquer en duel un journaliste, comme c'était le cas il y a 50 ans, sous prétexte qu'il vous avait diffamé. Ou vice-versa, enfin peu importe. Ce n'était pas un recours, aujourd'hui ce n'est plus un recours entendable, puisque la violence elle-même, quelle qu'elle soit, est considérée comme mauvaise. Et c'est là où le soldat devient un peu un extraterrestre. C'est-à-dire qu'un soldat aujourd'hui, même si un soldat aujourd'hui, quand on le considère dans ce qu'il est, c'est-à-dire un homme qui a recours à la violence, qui peut avoir recours à la violence, dont c'est le métier, il est considéré un peu comme un gars bizarre. Et il y a deux phénomènes qui en découlent. Le premier, c'est que les hommes, les militaires, pardon, excusez-moi, j'ai perdu le fil de mes pensées. Le premier phénomène, le rapport à la violence.
lorsque vous avez affaire lorsque la société, de manière générale, paradoxalement, a affaire à des grandes instabilités, elle se tourne vers les institutions les plus stables. Aujourd'hui, on a un taux, curieusement, on a un taux de sympathie pour les armées qui est de plus de 80% dans l'opinion publique. Ce qui est un record absolu, il n'y a jamais eu ça. Quand vous considérez que dans les années 60, si vous étiez militaire, vous étiez un facho pour l'opinion publique. Donc aujourd'hui, on tutoie les sommets. Donc ça, c'est un phénomène assez particulier. Et pour autant, la violence reste mal vue de manière générale, au point où il y a aujourd'hui un phénomène d'accusation envers les gens qui exercent la violence. Alors, pas d'accusation, mais de soupçon envers les gens qui exercent la violence, de syndrome post-traumatique, le fameux syndrome post-traumatique qu'on a dans les armées, systématique. C'est-à-dire qu'on essaie de faire sous-entendre que, certes, la violence, c'est quelque chose de très mauvais, sauf pour les militaires. Les militaires, on comprend qu'ils puissent utiliser la violence, et encore, s'ils l'utilisent, ils ont des syndromes post-traumatiques. Donc au final, quelle que soit l'issue, la violence n'est pas une option. C'est un peu ce qu'on essaie de nous faire comprendre. Alors pourquoi je parle du syndrome post-traumatique ? Parce que d'une part, je pense que c'est un vrai phénomène. C'est un vrai phénomène, c'est-à-dire j'ai des amis qui ont des syndromes post-traumatiques. Voilà, c'est quelque chose qui est documenté. La deuxième chose, c'est que c'est aussi devenu un outil, l'outil principal des pacifistes. C'est-à-dire qu'on accuse, dès que quelqu'un part au combat, on lui dit, bah voilà, vous allez avoir, dès que quelqu'un a fait quelque chose au combat, on lui dit, bah ça va, vous dormez bien, vous n'avez pas de syndrome post-traumatique. Moi, on me demande la question tout le temps, on pose la question tout le temps. Alors moi, je n'ai jamais eu ce problème-là, je suis très content de ce que j'ai fait, ce qui d'ailleurs déstabilise souvent mes auditeurs, parce que je leur dis, mais moi je suis trop content, en fait j'aime bien la violence, et je suis content d'avoir fait ça dans un cadre qui, moi, me convenait parfaitement. Donc, c'est quelque chose qui déroute un peu, mais c'est un peu volontaire parce qu'il faut qu'ils comprennent que la violence n'est pas systématiquement mauvaise, bien au contraire. On a d'ailleurs besoin d'hommes qui puissent exercer la violence autour de nous. Et ça, c'est un truc qui est hyper important. Sauf que les gens qui sont un peu plus pacifistes dans l'esprit ne supportent pas ça. Puisque eux, ne pouvant avoir recours à la violence, c'est un espèce de mécanisme qui sont mis en place où ils disent, voilà, dès que vous faites une action, vous êtes très probablement lié à un syndrome post-traumatique, alors que la réalité des faits en psychologie montre que si vous êtes, c'est d'ailleurs curieux, si vous faites un syndrome post-traumatique, un vrai, pour le coup, j'ai plein de copains qui en font des faux, si vous faites un syndrome post-traumatique, c'est qu'il y a aussi un phénomène de naïveté qui entoure l'action qui a été commise. C'est-à-dire que l'homme qui commet une action qui pourrait se répercuter dans son psychisme comme étant un syndrome post-traumatique, comme provoquant un syndrome post-traumatique, au moment où il commet cette action-là, il est dans un état de naïveté par rapport à la réalité des faits. Donc ça veut dire que globalement, on pourrait conclure qu'il y a beaucoup de syndromes post-traumatiques parce qu'il y a beaucoup de gens naïfs qui sont confrontés à la violence. Ça veut dire que ces gens n'étaient peut-être pas prêts à faire ce qu'ils ont fait, ce qui a ensuite induit le syndrome, si je comprends bien. Je ne sais pas s'ils étaient prêts ou non. C'est deux choses différentes. Être prêt et être naïf. On peut être prêt, mais on peut s'attendre à ne jamais le faire. Je prends l'exemple simple de tuer quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose auquel... Alors, c'est quelque chose auquel on peut se préparer, mais ce n'est pas forcément quelque chose auquel on s'attend. Surtout si on se dit, en fait, je pars faire ma mission, personne ne nous dit, attention, vous risquez de mourir et vous risquez de tuer des gens. Si personne ne vous le dit, les yeux dans les yeux, en vous l'assertant de manière un peu certaine, en fait, vous vous dites, je pars faire ma mission, je vais me faire ma petite prime, le petit tour dans le désert avec les copains et je rentre. Et puis voilà. Pour exemple, dans les armées, personne ne fait son testament quand il part en mission. Il y en a très peu qui font. Je connais très peu d'unités qui font ça. Alors, il y a peut-être un phénomène de superstition, mais il y a très peu d'unités. Moi, je connais très peu de gens qui m'ont dit je pars en mission, je fais mon testament. C'est quand même assez curieux.
Ça veut Oui, dire que les gens se disent, de toute façon, je vais en revenir. Et donc, quelque part, une finalement, réaction saine, quelque part. comment? Une réaction saine, quelque part. Oui, mais Non? d'un autre côté, est-ce qu'on se dit vraiment, attention, là, je vais aller au carton, et il va y avoir des morts, il va y avoir du sang. Mhm. Est-ce qu'on se le dit vraiment ça? Et ça rejoint un petit peu la réaction que vous aviez au début, qui disait, est-ce que le monde civil, comment est-ce que le militaire s'intègre dans ce monde civil qui a évacué la violence? Mais là, c'est la même question. C'est de dire, on a des gens qui arrivent, qui viennent d'un monde où il n'y a plus de violence et il n'y a plus de rapport à la violence. Prenez, en Bretagne, il y a une tradition quand quelqu'un meurt, vous exposez pendant plusieurs jours le cercueil ouvert de la personne pour que tous les voisins, la famille puissent venir présenter les condoléances à la famille, etc. Le cercueil reste ouvert pendant 3 jours. C'est quand même assez particulier comme cérémonie. Donc ça veut dire que les enfants de 5 ans vont venir et vont voir grand-mère qui est morte, qui est rigide et froide, toute blanche. Et ça, c'est un phénomène qu'on a de moins en moins. C'est-à-dire que les gens voient... Alors déjà, on ne voit plus de morts. On ne voit plus de morts autour de nous. Alors que vous prenez la France il y a 50 ans, alors, il y a 100 ans, vous avez une mortalité infantile hyper forte. Là, déjà, il y avait plein d'enfants morts-nés. Les grands-parents mouraient dans la maison, non pas en EHPAD, en maison de retraite. Donc, voilà, les gens disaient, papy est mort dans son lit cette nuit, je l'ai vu ce matin. Donc, voilà, il réalise qu'il y a quelqu'un qui lui ressemble, un autre être humain qui peut mourir comme lui. Donc, du coup, tout ça, ça s'intègre un petit peu dans son inconscient et on se dit, OK, en fait, la mort, c'est une vraie option. Il est possible qu'on meure. Si on part en mission, si on part à la guerre, il est possible qu'on meure. Si aujourd'hui, on nous martèle qu'on ne mourra pas, parce qu'on met un gilet pare-balles et un casque, et qu'on est super bien protégé parce qu'on a un drone machin, et quand on a un copain qui meurt, on se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous créez une faille psychique et vous cassez quelque chose. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est important de se méfier de ce phénomène-là. Je pense que c'est un vrai phénomène, ça, j'en suis convaincu. Et il faut se méfier de l'utilisation qu'on en a, surtout dans l'opinion publique, parce que je pense qu'il y a une forme de manipulation sur le syndrome post-traumatique. Je sais que ce n'était pas votre question initiale, mais je pense que c'est important d'en parler. D'accord. Non, mais c'est très bien. C'était très bien. Euh, et donc, du coup, par rapport à la question initiale, donc on a abordé le fait que une certaine censure dans l'institution, au sein de l'institution militaire fait que on a une influence de la société civile sur l'armée, mais l'inverse n'est pas possible. Euh, donc, comment est-ce que quelque part l'action que vous souhaitez faire avec votre association, c'est pour aussi, d'une part, accompagner les militaires qui se réinséreraient dans la société civile, et est-ce que vous avez aussi une volonté de par-delà cela, d'avoir aussi d'avoir une influence aussi sur la société civile, pour apporter en fait quelque part ce ressenti des militaires pour pouvoir aussi l'amener d'une autre manière au sein du débat public. Le rapport à la violence, il y a plein de moyens de le faire. Je ne pense pas que l'association soit son enjeu, mais ça pourrait être une des questions qui, qui pourrait nous inviter éventuellement. Je dis bien éventuellement. Parce qu'après, il faut bien comprendre que la société civile et le monde militaire, c'est des mondes qui se rejoindront jamais. Mhm. Pour une raison simple, hein. C'est que dans le monde civil, toutes les relations sont transactionnelles. On est dans un monde libéral, capitalistique, qui fait que finalement, tout s'achète, tout se vend, en quelque sorte. Je force un peu le trait. Mais, euh, mais voilà, c'est le principe du monde libéral. Dans une entreprise privée, une des données les mieux gardées, c'est qui est payé quel salaire. Ça, c'est un truc qui n'existe pas, par exemple, dans l'armée. Dans l'armée, tout le monde, c'est à peu près ce que tout le monde gagne, puisque tout le monde gagne selon son grade et que les grades sont affichés. Mhm. Donc, on n'a pas les mêmes notions. J'irais même plus loin, c'est que je pense que l'armée est en fait un système d'ancien régime, avec
avec son aristocratie, que sont ses officiers, qui sont mieux payés que les sous-officiers, qui eux-mêmes sont mieux payés que les hommes du rang, qui chacun à leur tour ont plus ou moins de prérogatives et de responsabilités. Il y a encore beaucoup de traditions. Il y a encore une place très importante qui est accordée à la spiritualité, les aumôniers dans toutes les armées. Il y a, voilà. Et il n'y a pas cet aspect pécunier permanent. Toutes les relations ne sont pas transactionnelles. Au point où on peut faire la comparaison entre une entreprise privée où un bon élément, ça va être un élément qui est rentable, un élément qui ramène de l'argent. Ça, c'est un bon élément. C'est strictement pécunier. Il peut être infâme. Hein. Le gars peut être infâme, mais peu importe, s'il ramène de l'argent, on regardera. Tandis que dans l'armée, un bon gars n'est pas quelqu'un qui est rentable, c'est quelqu'un qui est compétent. C'est quelqu'un qui est bon dans ce qu'il fait. Et une fois de plus, ça, bon, il y a plein faut faire plein de comparaisons comme ça. Un bon gars dans le civil, par exemple, vous prenez une équipe de vendeurs. Le chef de l'équipe de vendeurs, c'est un ancien vendeur. C'est-à-dire très probablement un des meilleurs. Donc lui, s'il voit émerger parmi ses vendeurs un très bon vendeur, sa place devient prédatée. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui mettre des bâtons dans les roues. Dans l'armée, on a exactement l'inverse. C'est-à-dire que comme il n'y a pas ce système de prédation où on essaie de toujours être plus gros, de gagner plus, de manger plus, d'être plus haut que l'autre, dans un espèce de système système libéral avec une hiérarchie un peu chaotique, on a une hiérarchie qui est beaucoup plus harmonieuse dans les armées, avec donc dans ce groupe, toujours si on fait la comparaison du groupe, dans ce groupe, ce très bon élément, eh bien, le chef va tout faire pour que le très bon élément reste dans son groupe. Il va même essayer de voler les meilleurs éléments dans les autres groupes. Parce que ce qui compte, c'est la réputation des gars, qui se fondent sur leurs compétences. On veut un bon gars. Un bon gars, ça ne veut pas forcément dire quelqu'un qui va aller très loin dans la hiérarchie, très loin dans la carrière. Ça veut dire quelqu'un qui est très bon dans ce qu'il fait, quelle que soit sa place. Quel que soit son grade, qu'il soit général, officier, sous-officier, homme du rang, peu importe. On veut un bon gars, c'est un gars qui est bon dans ce qu'il fait. Et c'est très différent de la considération qu'on peut avoir dans le civil. Ça rejoint un petit peu finalement les fonctionnements qu'on peut trouver chez. Alors c'est les restes de corporations, c'est les comment ils s'appellent, les compagnons du devoir. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc ce sont des artisans qui ont une très grande réputation parce qu'ils ont un degré d'excellence qui est très prononcé. Bon, ils sont très très bons dans ce qu'ils font, mais ils y passent beaucoup de temps, beaucoup de dévouement. Et on a un peu ce phénomène-là chez eux aussi. C'est-à-dire qu'ils ont un système de grades en interne avec tout un folklore de récompenses, de traditions, etc. Et les meilleurs, ce ne sont pas, paradoxalement, ceux qui gagnent le plus. Ce ne sont pas ceux qui sont les plus rentables, qui ont la plus grosse entreprise. Ce n'est pas eux. C'est ceux qui ont fait le plus beau chef-d'œuvre, la plus belle œuvre à la fin de leur Tour de France, quand ils font 10 ans à se spécialiser dans leur corps de métier, et qui font une statue absolument sublime, un grand vase, une charpente magnifique, très travaillée, qui ne sert à rien d'ailleurs. La plupart de leurs chefs-d'œuvre ne sont même pas vendus parce qu'ils ne servent à rien. Sauf que c'est l'aboutissement, c'est la mise en avant de leurs compétences en tant qu'individu, en tant que chaudronnier, en tant que couvreur. C'est leurs compétences à eux. Et du coup, ils trouvent leur place dans leur groupe grâce à leurs compétences. Contrairement au monde civil, où on n'a que faire de votre compétence. Ce qu'on veut, c'est que ça marche. Ce qu'on veut, c'est qu'on gagne de l'argent. Donc, on associe souvent le fait de gagner de l'argent à de la compétence, en fait, dans le privé, on va dire, dans la partie Oui, civile. c'est vrai, sauf que y a plein de moyens de gagner de l'argent. Il y a plein de moyens, finalement. Et beaucoup de gens n'ont pas de compétences, mais gagnent beaucoup d'argent, finalement.
Je veux dire, si demain je fais une émission de télé-réalité et que je fais des frasques, ben, je risque de gagner beaucoup d'argent. Pourtant, je n'aurais fait pas preuve de ma compétence. Compétence de comédien. Peut-être, 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 pourquoi pas? Je vois, oui, oui. Et puis bon, l'apport aussi, on pourrait discuter aussi de l'apport, on va dire, pour la société en général, de la mise en avant de ses compétences, si on peut dire. Ça brise toute l'harmonie qu'on devrait retrouver dans la société, finalement. D'accord. Bon, je vous remercie pour cette réponse, pour cet échange. Je parle beaucoup, excusez-moi, hein, dites-moi Oui, si. c'est très bien, c'est très bien. C'est vrai qu'on part, on digresse, et puis, mais ça fait Ah, partie aussi je suis le champion pour ça. pas de souci. Donc je vais recentrer un tout petit peu le débat, enfin la discussion. Donc parce que donc on a abordé, donc vous avez dit on va dire une forme de censure de l'institution militaire. Moi, je vais revenir sur donc, un certain nombre d'éléments que l'on a vus ces dernières années, notamment au cours du quinquennat en cours. On a eu donc 3 chefs d'état-major des armées en 5 ans. On a eu, il y a un an, plus d'un an de cela, une tribune des généraux qui, à l'époque, avait défrayé la chronique. Et donc, qu'est-ce que cela illustre de la relation entre le politique et le militaire et de l'état d'esprit de nos armées? Je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société, si la tribune des généraux a défrayé la chronique, c'est parce que la société attend beaucoup de nos militaires. Attend beaucoup d'eux parce que voilà, ils ont encore ces ensembles de valeurs, ils ont encore ce savoir-être, ils ont encore tous ces grands mots qu'ils essaient de mettre en œuvre en réalité et que plus personne ne met en œuvre. Tout le monde se tourne vers eux de manière subconsciente. Enfin, c'est mon analyse en tout cas. Donc je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser, mais dans les armées, de manière générale, moi, mon sentiment, c'est qu'il y a deux types de personnes. C'était à la suite justement de la tribune des généraux, il y a un officier parachutiste qui s'était exprimé anonymement dans un article. J'avais trouvé sa formule assez intéressante et à laquelle j'adhère. Il disait que dans l'armée, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont non politisés, donc qui n'ont pas d'avis sur la gouvernance du pays, qui n'ont pas d'avis sur la politique de manière générale, et qui se contentent d'être bons dans ce qu'ils font, d'être compétents dans leur métier, d'être fidèles aux armées. C'est très bien, hein. Enfin, ce n'est pas du tout une critique que de ne pas s'intéresser à la politique, surtout aujourd'hui où c'est si difficile à suivre. Et l'autre catégorie de militaires serait plutôt une catégorie de militaires plutôt attachés à la politique, plutôt intéressés. Et cette catégorie-là, elle est généralement très conservatrice, très réactionnaire. Voilà. J'ai rarement rencontré des gens d'extrême gauche dans les armées. C'est quand même des raretés. Et généralement, c'est des gens qui ont des postes un peu particuliers et qui peuvent tenir ce genre de propos ou ce genre comment dire, qui peuvent suivre ce genre d'idées politiques. Peut-être dans certains postes très précis, et je vous disais dans la section, dans la partie communication, dans le Je suis département même pas communication. sûr. Je suis même pas sûr parce que dans certains cas, les gens appliquent les consignes qu'on leur donne, parfois sans réfléchir. Ils se contentent de faire ce qu'on leur demande. Ils ne se rendent pas compte finalement qu'ils sont l'outil d'une propagande. C'est d'ailleurs le principe, hein, on ne s'en rend pas forcément compte quand on est l'outil d'une propagande. Donc c'est pour ça que voilà, je pense qu'aujourd'hui les armées sont à la fois sans opinion, peut-être ont leur caractère qui est jugulé par tous les antécédents qu'il y a eu dans les rapports entre l'armée française
les politiques. D'autre part, des gens qui sont complètement désabusés et plutôt revendicatifs envers la caste politique. D'accord. Écoutez, je vous remercie en cas pour cette première partie sur l'état des armées, on va dire. Et je voudrais maintenant aborder avec vous quelque chose de plus technique, on va dire, technique militaire, ce sont les conflits asymétriques. Je voulais savoir si vous pouviez nous présenter tout ce qui tourne autour des théories de la guérilla, de tout ce qu'on a pu apprendre de l'enseignement depuis un siècle maintenant, puisqu'on a l'habitude de ne plus avoir de grands conflits avec des grandes batailles, mais au contraire des conflits de guérilla, que ce soit, on l'a vu en Indochine, en Algérie, plus récemment, que ce soit en Afghanistan, etc., en Syrie. Et je voulais voir avec vous donc quels sont les auteurs que vous conseilleriez de lire sur la guérilla. Et alors déjà, on va commencer oui, sur les auteurs que vous conseilleriez en termes de lecture. Alors, il y a un auteur qui est très connu parce qu'il a influencé beaucoup de cadres supérieurs américains de l'armée américaine. Et c'est un Français, il s'appelle Galula. Donc, c'est celui qui a exporté le concept, le concept de guerre de guérilla qu'il avait récupéré qu'il avait développé après l'Algérie et l'Indochine, qui étaient des guerres de guérilla. Bon. Galula a beaucoup volé au colonel Hogar, je lui rends hommage. Donc le colonel Hogar, en fait, c'est lui qui a théorisé tout ça, parce que lui, il était déployé en Algérie, en Indochine, pendant ces périodes-là. Après, il y avait le capitaine Lejeune aussi, dont il faut lire l'histoire. Enfin, il y a tous ces auteurs-là, globalement, c'est tous les auteurs d'après l'Indochine, d'après l'Algérie. C'est des gars qui avaient une expérience incommensurable. C'est des gars qui avaient pour beaucoup d'ailleurs, fait la Seconde Guerre mondiale avant d'enchaîner avec l'Indochine puis l'Algérie. Donc, c'est des gars qui avaient passé toute leur vie à faire la guerre. Trinquier, colonel Trinquier aussi, qui avait passé sa vie à faire la guerre. Donc, tous ces gars-là, c'est des gens qui ont une expérience qui est incommensurable. Et ces auteurs français, donc qui mesurent ça, qui ont réussi à mesurer ça de manière très précise. Alors, donc ça, on parle de guerre de guérilla dans la guerre moderne, mais la guerre de guérilla, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Il faut bien comprendre que c'est aussi le système de guerre des pays orientaux de manière un peu générale depuis toujours. Les Orientaux ont toujours eu cette culture de guérilla, contrairement aux Occidentaux, qui, très vite après les phalanges grecques, ont décliné les combattants des phalanges grecques, qui était une première un petit peu dans le monde connu, qui permettait en fait à des fantassins d'affronter des cavaliers. Alors qu'avant, le roi absolu et incontesté du champ de bataille, c'était le cavalier. Donc l'émergence des phalanges a permis de construire un système de conflit qui ne s'appuyait plus sur la guerre de harcèlement, qui est le conflit privilégié quand on a beaucoup de chevaux et de cavaliers, mais sur une guerre de choc quand on a beaucoup de troupes à pied en plus des cavaliers. Et donc la guerre de choc, c'est simplement un rendez-vous sur le champ de bataille que l'on donne à notre armée, et c'est un conflit, c'est une stratégie qui est relativement réduite dans le temps et dans l'espace, et qui permet de réduire l'armée adverse à néant en un coup. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau lorsque ça émerge à l'Antiquité, pour se décliner avec la chevalerie, puis les guerres napoléoniennes en Europe. Mais il faut bien comprendre que même si l'Occident s'est développé sur ce modèle-là,
l'Orient ne s'est jamais développé sur ce modèle-là, sur cette guerre de choc, hormis pour les conflits très modernes du XXe, où là, effectivement, on voit l'émergence d'avions de chasse, de chars, etc., qui correspond à cette guerre de choc, puisque ce ne sont pas des éléments que l'on peut cacher, ce ne sont pas des éléments que l'on peut dissimuler, alors que la dissimulation fait partie de la doctrine de la guérilla. Alors, que pouvez-vous nous dire justement, pouvez-vous nous décrire qu'est-ce que concrètement la guérilla? Qu'est-ce qu'il y a comme principe derrière, comme doctrine? La guérilla, c'est un système, donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre asymétrique. Bon, il y a beaucoup de subtilités parce que la guerre, c'est quand même assez protéiforme en fonction des populations, en fonction de la période et en fonction de l'environnement. Vous aurez des conflits toujours très différents. On appelle ça aussi les guerres hybrides. Comme vous pouvez voir, par exemple, en Géorgie, lorsque les Russes ont annexé la Géorgie, il y a eu en corollaire une espèce d'invasion invisible des forces russes en Géorgie, sauf qu'elles n'étaient pas équipées, elles n'étaient pas ouvertement affichées comme étant russes, même si tout le monde comprenait bien qu'il s'agissait des Russes. Donc c'est le premier stade de la guerre de guérilla, c'est la dissimulation de son identité jusqu'au moment opportun, où là, il est déjà trop tard pour agir, l'ennemi est en place. Disons que l'effet final recherché est arrivé au bon moment. Donc, je pense qu'il y a effectivement ce phénomène de dissimulation qui est quelque chose de très nouveau dans les proportions qu'il a, puisque la dissimulation a été utilisée que très tardivement dans les armées occidentales. On pense au phénomène des pantalons rouges pendant la Première Guerre mondiale, lorsque certains députés voulaient conserver les pantalons rouges sous prétexte que cela contribuait à l'industrie française, tandis que les poilus affrontaient des Allemands sur le champ de bataille qui, eux, avaient des uniformes qu'ils avaient passés en gris afin de pouvoir mieux se camoufler. C'est très intéressant de noter cette bascule des uniformes allemands et français, tandis qu'auparavant, les uniformes étaient très chatoyants. On avait des ensembles de couleurs, on avait il y avait une forme d'orgueil à aller sur le champ de bataille qu'on peut retrouver dans le home des chevaliers. Il y a une forme d'esthétique qui était très prononcée, qui disparaît avec la guerre de guérilla, qui ne se concentre que sur l'efficacité de la frappe. L'autre phénomène, l'autre chose qu'on dit sur la guerre de guérilla, notre caractéristique, c'est que c'est souvent menée par un pays pauvre contre un pays riche. La guérilla, c'est une guerre de pauvres. C'est une guerre où on se dissimule dans la population, c'est une guerre où on utilise des moyens dévoyés pour influencer les populations, pour faire manœuvrer les populations à sa place. Je pense notamment aux Palestiniens qui se déplaçaient sur le champ de bataille dans des ambulances ou qui stockaient des munitions sous des écoles ou des hôpitaux afin de s'assurer qu'ils ne soient pas bombardés par les forces israéliennes. Donc, voilà, donc ça prend différents visages, la guérilla prend différents visages, mais conserve ce principe de dissimulation dans la population du fait de l'infériorité généralement numérique, capacitaire, technologique face à la force opposée. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Oui, oui, tout à fait. Ça vous paraît cohérent? Oui, oui, oui. Et donc, au niveau de la guérilla, donc, de ce que j'ai cru comprendre, il y avait quatre grands axes, on va dire, d'évolution de la guérilla. Je crois que c'était notamment ça a été théorisé par l'un des colonels que vous aviez mentionné précédemment, qui était la préparation, le déclenchement, la gestion et la résolution. Ah, ouais. Ouais, je vois, ouais. Alors, j'ai plus en tête le militaire qui avait dans ces quatre axes, mais Alors, si vous c'était pouvez un me des parler quatre, qu'on a cité tout à l'heure. après. C'était pas Hogarth, c'était Lacheroy, pardon. Ok. C'était
c'était Lacheroy qui était un colonel de l'armée et, et qui avait donc qui a fait toute une série de conférences à l'école de guerre qui sont très précieuses. J'ai eu énormément de mal à les retrouver. Mais ces conférences, vous pouvez les retrouver sur Internet, faut les glaner. C'est quelqu'un qui a vécu, donc qui a été méhariste, qui a vécu dans le désert, qui a, qui a connu toutes les populations qui ont connu ces guerres-là pendant des années, des dizaines d'années, voire des siècles. Et en fait, c'est des gens qui ont retransmis tout leur savoir-faire par la suite. Et c'est eux qui ont que Galula est allé transférer ensuite aux États-Unis, qui l'utiliseront dans dans les guerres qui mèneront par la suite, notamment en Afghanistan. Et vous voulez qu'on parlait je crois qu'il y a 5 étapes. 5 étapes, Oui. c'est ça, hein? Alors, j'en ai noté 4, mais Ah je oui, vous laisse. alors, bon. Ouais. Bon, je crois qu'il y en a 5 en fait, mais il y en a 4 principales. Alors, attendez, redites-moi le titre de la première. Préparation. Ouais. Alors, la préparation, c'est l'émergence d'un d'un groupe euh, au sein d'une population. Alors, il faut bien prendre en compte que Lacheroy, quand il parle cette guerre de subversion, il pense aux communistes en Indochine, il pense au FLN, au MNA en Algérie. Donc, c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, on peut faire des parallèles avec d'autres groupes, notamment les groupes terroristes salafistes, euh, mais que ce n'est pas du tout orienté vers eux à l'époque. C'est des conférences qui ont eu lieu dans les années 60-70. Donc, le premier, c'est effectivement l'émergence d'un. Enfin, la préparation, en fait, c'est pas la préparation, c'est l'émergence d'un problème. C'est-à-dire que c'est une série d'attentats, c'est des crimes particulièrement sordides qui ont lieu et qui permettent en fait d'attirer l'attention sur, sur un mouvement, sur une dissidence, sur quelque chose qui va être relayé très facilement par les médias. Et alors redites-moi, alors j'ai plus Alors, préparation, ouais, déclenchement, ouais, gestion ça, et résolution. ouais. Alors, ouais, c'était pas exactement comme ça, mais je sais que dans l'ordre, c'était c'était la chronologie suivante. Mhm. Donc, le premier, c'est l'émergence d'un problème. Donc, ça, on en a parlé. Le deuxième, c'est les attaques qui deviennent de plus en plus hostiles, de plus en plus violentes, mais qui ne s'adressent qu'à des passants, qu'à des membres de la population, pas de notables, pas de personnalité, pas de politique, etc. Et ça a un but bien précis. Alors, d'une part, on reconnaît la stratégie du pauvre, puisque attaquer un passant dans la rue avec un couteau, créer un mouvement de panique, c'est beaucoup plus facile que de s'attaquer à un préfet, que de s'attaquer à une star qui risque d'être protégée, dont les déplacements ne sont pas connus. Voilà, c'est quelque chose qui est assez complexe. Donc là, on a une stratégie qui est assez simple, qui est d'attaquer les passants dans la rue. Ensuite, euh, il y a un phénomène qui se dégage de cette stratégie, c'est un phénomène euh, de peur. C'est-à-dire qu'on a une espèce de crainte dans la population qui s'installe, puisque les attentats ne sont pas commis contre, disons, des classes dirigeantes, mais bien contre la population en général. Donc ça veut dire que n'importe qui, finalement, n'importe quel passant, badaud, peut recevoir le même traitement que les victimes des attentats. Donc déjà, c'est un phénomène qui distille la peur dans la population et qui entraîne la population à euh, ne pas trop communiquer, ne pas trop se faire connaître, se faire voir, pour éviter justement d'être pris pour cible par, donc pour l'instant, ce ne sont que des dégénérés, que des fous, mais voilà, on rentre dans une espèce de complicité forcée face à ces actes-là. Dans un même temps, on va avoir des réseaux qui vont commencer à se créer,
des réseaux d'influence. Alors, généralement, en premier, c'est des réseaux qui sont assez anodins. C'est des associations caritatives, des associations culturelles, des choses comme ça, des choses qui sont autorisées par la loi, ils vont toujours obéir à la loi, pas de problème. Sauf que ça va gagner en influence idéologique, et ensuite, on va passer à l'étape suivante, où une fois qu'on a une population qui est relativement docile, dont on s'assure la complicité, on a d'autre part des systèmes, des institutions qui commencent à être influencées par des groupes. On a l'entrée généralement dans le pays d'armes. On a des armes qui commencent à rentrer, puisque la population moyenne ne dira rien face. Donc, si c'était les communistes en Indochine, personne ne dira rien. On voit les communistes passer la nuit avec des armes, mais on ne dit rien parce que, si ça se trouve, ils vont faire un attentat contre notre propre famille, si jamais on parle. Donc, du coup, il y a cette crainte-là qui s'installe. Et en même temps, il y a, donc ça c'est un peu la troisième étape, c'est la création d'un réseau qui se consolide. Les associations caritatives, culturelles, etc. vont commencer à se développer, les contacts vont commencer à se connaître entre eux et commencer à dessiner les maillages d'un réseau. Et ce réseau-là va commencer à être une espèce de base arrière, de support pour des combattants donc, éphémères au début. Et donc, ça va être voilà, une base logistique, une base juridique, une base arrière financière, jusqu'à avoir une base arrière sanitaire, voire une réserve de combattants, pour ensuite passer à l'ultime étape qui est d'avoir des combattants professionnels, des combattants dont l'activité est pérenne dans le pays. Voilà, donc c'est ce qu'on a vu, c'est le développement qu'on a vu du FLN en Algérie, avec notamment les wilayas, donc les groupes de combat algériens qui se formaient et se déformaient, c'est-à-dire qu'ils se rassemblaient pour mener une action, puis disparaissaient, et ils disparaissaient en laissant les armes chez tel épicier, en laissant les grenades chez telle grand-mère qui les conserverait, etc. Et c'est à chaque fois à peu près les mêmes mécanismes, et eux, ils pouvaient retourner vaquer à leurs activités qui étaient éventuellement l'agriculture, une activité pastorale. Et donc, ce qui fait que quand les militaires français viendraient, ils ne verraient qu'un pauvre berger et ne soupçonneraient pas la grand-mère à côté d'héberger ses grenades. Et au coup de sifflet, hop, il pouvait réintégrer ses grenades, remettre son fusil en bandoulière et repartir faire un attentat, une action coup de poing sur les Français locaux, avant finalement d'avoir des groupes qui restent en permanence, donc dans le désert, et qui se cachent, mais qui restent en permanence et qui sont une espèce d'armée permanente qui a une force de frappe, bien sûr, bien supérieure à celle qui consiste à agréger un ensemble d'individus à un instant T pour une action précise. Ok, passionnant, vraiment passionnant. Et donc, on a vu le développement vous venez de nous écrire donc le développement d'une guérilla. Et du coup, quelle est la stratégie de contre-guérilla? Ah, Comment on lutte contre une guérilla? alors, la stratégie de contre-guérilla est très différente en fonction de l'étape où vous êtes. Donc, il y a différentes stratégies. Alors, moi, je n'en connais que certaines. Je ne les connais pas toutes. Je suis loin de l'expertise de tous ces gens-là. Donc, je n'ai qu'une vision d'amateur. Mais je sais que ce qui est intéressant avec Lashorwa, notamment, c'est qu'il dit que même si le stade ultime est arrivé, c'est-à-dire que même si vous avez des groupes permanents qui se forment dans le pays et qui sont soutenus par un réseau de population, qui sont armés, qui ont des compétences martiales, même quand vous arrivez à ce stade-là, il y a toujours quelque chose à faire, sauf que plus ça avance, plus comment dire, la structure se consolide et plus la solution sera difficile. Plus le prix à payer sera élevé, en fait. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est plein d'espoir. Parce qu'il se rend bien compte, quand il fait sa conférence, en fait, c'est assez stressant quand il raconte ça. Et à la fin, il finit par dire, bon, néanmoins, n'ayez pas peur. Voilà. Il y a des solutions, même si vous finissez par être submergé, il y a toujours des solutions.
Mais ça dépend aussi du prix qu'on est prêt à payer pour apporter une solution au problème. D'accord. Écoutez, je vous remercie pour ce petit exposé de théorie militaire, on va dire. Ouais, je suis désolé, hein, c'était un peu doctrinal, mais moi, c'est des trucs qui me passionnent. C'était le but, hein, c'était le but. Intérêt, la question. Et donc, maintenant que nous avons abordé la question des guérilles, de l'insurrection et de la contre-insurrection, peut-être on pourrait revenir au conflit de haute intensité, puisque bon, récemment, il y a eu notamment un changement dans la doctrine de l'armée de terre, je pense, qui est de repartir sur l'idée d'un conflit vraiment avec des armées, d'affrontements armés entre grandes puissances. Et je voulais savoir avec vous, voir avec vous, donc les conflits depuis un demi-siècle ont été essentiellement de basse intensité, ou via des États, des proxys, ce qu'on peut appeler des proxys. Qu'est-ce qui motive le revirement vers une doctrine de conflit haute intensité, alors que les principales puissances militaires sont aussi détentrices de l'arme nucléaire? Alors, les principales forces militaires sont peut-être détentrices des armes nucléaires, mais tout le monde n'est pas détenteur de l'arme nucléaire, et les plus belliqueux ne sont pas forcément les plus... ceux qui détiennent aussi les armes nucléaires. Donc, j'ignore comment les choses vont tourner, et l'idée d'une guerre à haute intensité, à titre personnel, peut paraître toujours probable, même si il est intéressant de se poser la question du quand. Parce que là, a priori, on nous dit une guerre de haute intensité, mais quand est-ce qu'elle est prévue? Est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans? C'est une vraie question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit ça, on nous sort ça du chapeau. Alors, effectivement, il y a eu je me souviens, il y avait eu quand même des heurts assez importants entre l'Iran et les États-Unis. Il y avait eu des frictions. Il y avait eu donc la montée en puissance de la Chine que tout le monde constate. Il y a les prédations américaines qui continuent un peu partout, notamment économiques, les prédations économiques américaines. Il y a les prédations géopolitiques des Russes qui arrivent à contester pas mal de territoires, notamment en Europe de l'Est. Donc effectivement, on pourrait constater une certaine montée en puissance, notamment de la Chine, qui est une des plus inquiétantes. Oui, on pourrait voir celle-là comme étant la plus inquiétante. Mais de là à dire qu'il faut se préparer au conflit d'intensité, moi je suis absolument pour, mais ça m'inquiète de savoir ce à quoi on se préparait avant. Ça signifie qu'on se préparait uniquement à des conflits de basse intensité auparavant. Enfin, je trouve que c'est un peu exsangue comme vision, parce que est-ce que ça veut dire qu'on délaisse tous les conflits de basse intensité? Est-ce que ça veut dire qu'on délaisse le Mali, en fait? Donc, c'est ça le message. Ça me paraît pas hyper clair, pour être tout à fait franc avec vous. Et d'autre part, le vrai questionnement que tout le monde a, c'est une guerre d'intensité, mais pour combien de temps? Parce qu'aujourd'hui, la problématique qu'on a dans les armées, elle est toute simple, hein. Les budgets des armées se sont réduits comme à peau de chagrin depuis 30 ans, 40 ans. Peut-être même plus. On va dire 40 ans. La hausse du budget récente qui a été annoncée ne compense pas l'inflation. Donc autant dire que la hausse du budget n'a pas eu lieu, elle est caduque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une armée dont on a sapé tout le volume. Les officiers ont tout fait, les officiers généraux ont tout fait, et les ministres pour conserver le plus de savoir-faire malgré cette déflation. Donc on a essayé de conserver au maximum nos capacités finalement, de pouvoir frapper loin, de pouvoir frapper dans l'eau, de pouvoir frapper depuis l'eau, de pouvoir frapper un autre continent. Alors, beaucoup de savoir-faire très très technique, hein. Certains d'ailleurs dont on fait partie des seuls au monde avec 2 ou 3 autres pays à pouvoir maîtriser. Je pense notamment au tir de missiles balistiques depuis un sous-marin en immersion, ou encore
à la chaîne de production des Rafales, que l'on maîtrise de part en part. Il y a très peu de pays au monde qui ont leur propre avion de chasse dont ils maîtrisent et la fabrication et le maintien en condition opérationnelle. Donc ça fait partie des raretés, donc ça sans compter le nucléaire bien sûr, la maîtrise du nucléaire. Donc ça fait partie des raretés de technologies que l'on maîtrise encore, ça et le satellitaire, et qui font de nous une vraie exception militaire dans le monde. Mais malgré ça, on a perdu tout notre volume en fait. On a perdu toute notre capacité dans tous les segments en fait. Enfin, on a perdu nos capacités à durer, les volumes, les effectifs ont réduit à peau de chagrin, et on tire la couverture dans tous les sens actuellement. Et c'est une Tout vraie est à flux problématique. tendu, comme vous nous dites. Tout est géré à flux Comment tendu. Tout est Tout est géré à géré flux tendu. absolument à flux tendu. Tout. Donc, on Il a n'y a plus autant de de gras, il n'y a stocks plus de de, masques il y a plus on de a marge, il n'y autant a plus de de stocks facilité. on a autant de stocks de munitions que de stocks de masques. C'est ce que vous êtes en train de Alors nous ça, dire? je ne sais pas. Je ne Ah, sais oui. pas, mais on pourrait se poser la question. On pourrait se poser la question. Bon, peut-être que c'est pas le cas, j'en sais rien, c'est probablement pas le cas. Mais on voit dans plein d'autres situations que tout a été mis sur l'opérationnel, et c'est une bonne chose. Mais on voit que sur plein d'autres aspects, ça devient misérable. C'est-à-dire que les logements militaires, par exemple, vous êtes muté à Paris, il y a très peu de logements militaires. Mhm. Il y a de fortes chances de vous retrouver dans le civil avec une solde qui n'a pas bougé, ou à peine, et un loyer parisien. Oui. Les logements dans les casernements sont de plus en plus difficiles à entretenir. Tout a été sous-traité. Il y a énormément de transport, de véhicules, de rénovation des bâtiments qui sont sous-traités, dont et donc l'entretien est moindre pour les armées, mais la qualité en perd tout autant. On perd tout autant en qualité, pardon. Ouais, d'accord. Pour moi, c'est assez évident qu'on a de moins en moins de moyens, et c'est très alarmant d'ailleurs. Puisque, alors, pour vous donner une idée, on est à 1,80 quelque chose du budget pour dans la défense, on est à 1,80 quelque chose du PIB. Un vrai budget de la défense, c'est 3%. Si vous êtes à 3%, là, vous avez une vraie armée qui peut être quasiment autonome avec vos propres moyens stratégiques de projection de force, vos propres moyens logistiques lourds, et voilà, et là, vous faites la guerre. En dessous, vous devenez tributaire de vos alliés pour faire la guerre. Et est-ce qu'en plus, en parallèle de ça, des opérations comme Sentinelle, par exemple, ça ne contribue pas à accentuer la démoralisation des effectifs et en plus le manque d'entraînement quelque part aussi? Oui, bien sûr, oui, ça contribue largement. Largement. C'est complètement démoralisant d'aller patrouiller en casque lourd dans une gare. Enfin, je veux dire, personne ne s'engage pour ça. Hein. Mhm. C'est une mission qu'on impose aux armées. C'est très arrangeant parce qu'il n'y a pas de syndicat. C'est très arrangeant parce on a plein de militaires qu'on peut faire patrouiller dans les gares pour éviter d'y mettre des policiers ou des gendarmes. Mais la réalité, c'est que c'est un fauné. Enfin, c'est que c'est pas un fauné, c'est que c'est un paravent pour cacher la misère. Parce qu'on n'a plus assez de flics, on n'a plus assez de gendarmes, et surtout, on n'arrive pas à résoudre ce problème de terrorisme. Alors, on n'arrive pas, oui, on n'arrive pas à le résoudre. On n'arrive pas parce qu'il y a un manque de moyens dans les services Non, de non, moi, je pense renseignement. qu'il y a un manque de courage. Il y a un manque de courage. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que si plus on laisse le terrorisme s'installer, plus la chute sera difficile. Ce sera douloureux. Et personne ne veut payer l'addition. Parce que quelqu'un devra la payer à un moment. Et plus on attend, plus ce sera douloureux. Et Comme le la prise de pansement, vous risque savez, et la c'est prise le de vieux risque. pansement. Plus vous Allez, laissez, pardon, allez-y, allez-y. plus vous laissez le vieux pansement en place, et plus le fait de le sortir sera douloureux. Et la prise de risque n'est généralement pas une caractéristique dans la classe politique, on va dire. Pas quand on est dans un système électif, en démocratie, où il faut faire bonne figure. Enfin, c'est hyper important. Si vous commencez à dire, voilà, si vous commencez à dire que vous allez
je sais pas moi, régler tel problème de délinquance ou purger toute la ville de Grenoble des stupéfiants, attendez-vous à avoir une sacrée réponse en face. Hein. Et du coup, à avoir éventuellement des gens blessés et des gens tués. Mais ça, et je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui soit prêt à le faire face à l'hégémonie de l'opinion publique. C'est l'opinion publique qui décide, qui fait un peu la pluie et le beau temps dans cette histoire. Donc, Mais d'un autre côté, vu que l'opinion publique n'est pas non plus exposée à pas ça, l'opinion publique. ouais. C'est pas exactement l'opinion publique. C'est ouais, c'est l'image qu'on ne veut pas voir se ternir. Voilà, parce que l'opinion publique, bon, quand il faut faire fi de l'opinion publique, les politiques y arrivent très bien. En revanche, ils veulent conserver une bonne image, ils veulent entretenir leurs éléments de communication. Donc, voilà. D'accord. Et je vais peut-être partir sur quelque chose, une autre thématique, on va dire, c'est l'OTAN et les armées. C'est quelle est l'image qu'a l'OTAN, la perception que les armées ont de l'OTAN et inversement, quelle est l'influence que l'OTAN a dans nos armées? Bon, on est très copains avec les Américains. Les échanges avec les Américains se passent toujours très bien. On fait des opérations avec eux, ça se passe super bien. On n'a pas de problème avec les militaires américains. Ceci étant dit, on ne peut que constater qu'il y a une forme d'accaparement des doctrines et une obsession des doctrines pour l'OTAN. Tout doit être conforme au temps, nos munitions, nos systèmes tous nos systèmes de navigation, voilà, tout doit être interopérable. On est un peu obsédé par ça et on rogne un peu trop, à mon goût, sur notre souveraineté à cause de cette volonté de, d'interopérabilité. Moi, j'irais même un peu plus loin. Je dirais que on se soumet par endroit à la volonté américaine au travers de l'OTAN. Mhm. L'OTAN pourrait être une bonne chose. L'OTAN pourrait être une bonne chose. Si d'une part, ces missions étaient plus clairement définies, ou tout du moins adaptées au monde actuel, vu qu'on n'a plus de Russie communiste, donc j'aimerais qu'on redéfinisse ces objectifs, si on pouvait les redéfinir correctement, parce que si l'OTAN a été créé pour lutter contre le communisme et qu'il n'y a plus de communisme en Russie, alors quels sont les objectifs de l'OTAN, hormis maintenir la paix dans le monde, ce qui est un peu un lieu commun. Est-ce qu'on Alors, lutte contre le communisme chinois? Est-ce que on lutte contre le terrorisme islamique? Quelle est la nouvelle lutte? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on accepte encore d'adhérer à l'OTAN selon ce nouvel axe donné? oui, Ça parce serait pas que mal déjà. faudrait voir aussi si la vision stratégique de l'OTAN correspond vraiment à la vision stratégique en tout cas dans les intérêts de la France. Ah bah alors là, c'est fondamental. Ce que vous dites là est absolument fondamental. Il faut absolument aucune contrariété dans ce domaine-là. S'il y a la moindre contrariété, ah bah c'est la souveraineté française qui doit primer sur absolument tout. C'est un absolu. Ça, même si voilà, on passe notre temps à voir des renoncements dans ce domaine-là, je pense il faut justement être un peu absolu sur ce principe-là. Et j'avais une autre interrogation qui est concernant l'OTAN, qui est que, alors je pense notamment d'autres pays tiers de l'OTAN, du style Danemark, bon, peut-être Pologne, etc. Mais l'idée que, notamment pour les officiers, l'OTAN, ça permet aussi d'avoir une sorte de montée en grade parce que ça donne accès à tout un panel technique, de technologies, de capacités, enfin, de toute façon, d'avoir accès à des théâtres d'opération aussi, dans lesquels le pays seul, par exemple, un pays comme le Danemark, ne serait pas lui tout seul impliqué dans un théâtre d'opération, mais le fait d'être membre de l'OTAN permet notamment aux officiers, du coup, de monter en grade via l'OTAN. Aujourd'hui, pour faire un officier,
on a décidé qu'il fallait qu'il fasse un poste état-major, un poste état-major OTAN, avant de pouvoir prétendre à, par exemple, accéder au grade d'officier supérieur. D'accord. D'accord? Ouais. Qu'est-ce qui définit, qui a défini ça? Et pourquoi? Ben, je vous retourne la question, j'en sais rien. Ben, Ben, moi, je peux j'imagine vous que dire, personne ne sait. Personne ne sait. C'est comme ça. d'accord. C'est comme ça. On considère que c'est de bon sens que de dire, bah, puisqu'on va travailler avec les Américains, puisqu'on travaille avec les Anglais, etc., il faut faire un passage en état-major OTAN pour que, voilà, on ait un peu de vernis état-major interallié. Je suis d'accord avec ça. Je trouve que c'est une très bonne réflexion. Ça rajoute effectivement de la fluidité dans les rouages. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est nécessaire. C'est pas, c'est pas parce que vous l'avez décidé que c'est forcément bon. Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres bonnes options. Il faut que vous soyez déployé au moins une fois sur un théâtre de guerre asymétrique. Il faut que vous soyez déployé au moins une fois dans un pays africain, puisqu'on a beaucoup de relations avec les pays africains. Enfin voilà, ça pourrait être plein d'autres conditions. Mais on a fixé celle-ci. Et une fois de plus, elles ne sont pas anodines. Quand on dit il faut aller en état-major OTAN, bah, ça veut dire qu'on s'assujettit une fois de plus au système de fonctionnement OTAN. Ça permet d'avoir une certaine influence sur les gens qui font ça. Et c'est des accords aussi avec l'OTAN. Hein. C'est des échanges qu'on a, c'est de l'influence. C'est, il faut savoir se poser la question, il faut savoir se poser la question pourquoi on fait ça. C'est pas parce qu'on le fait que c'est bien. Si on peut prouver qu'un officier qui passe par un poste état-major, un poste état-major OTAN, est bien meilleur qu'un officier qui aura un cursus différent, dans ce cas-là, ok. Moi, ça me va très bien. Ça prouve qu'ils sont plus efficaces, meilleurs, j'en sais rien. En revanche, si on n'a rien pour appuyer ça, si c'est juste un truc complètement arbitraire qu'on a décidé un jour, pourquoi pas en changer? Et si on ne peut pas en changer aussi facilement, peut-être qu'il peut y avoir aussi une imbrication plus complexe. Peut-être que ça arrange les Américains, que les petits Français viennent chez eux, parce que comme ça, ils peuvent leur inculquer quelque chose, qu'ils vont garder toute leur carrière. Et voilà. Là, j'ai entendu parler du bouquin d'un amiral récemment. Le gars expliquait que sur un exercice interallié, les Américains avaient dit de lui que c'était un guerrier. Sur un exercice interallié, un commandant de bateau. Et le gars se gargarisait de ça dans son bouquin. Il disait, les Américains ont dit de moi que j'étais un guerrier. Non mais, en termes de subordination, je ne sais pas si on peut faire mieux. Quoi. Enfin, je veux dire, le gars était tout content de pouvoir dire, ah, les Américains ont dit ça de moi. Enfin, je veux dire, on a l'impression d'être dans la cour de récré et c'est les filles qui disent, ah, le plus beau garçon de la classe, il a dit que j'étais jolie. C'est quoi cette histoire? Non, mais un amiral français. Enfin, je veux dire, moi, je ne vous cache pas que j'ai un peu honte quand je dis ça. Bref, voilà, c'est ma réflexion. Ouais. C'est une anecdote assez amusante, effectivement. Parce que le problème aussi, c'est que du coup, avec un passage obligatoire par les états-majors de l'OTAN, on a, comment dire, on a peut-être du coup dans l'état-major une incapacité à penser l'armée française en dehors de l'OTAN, ou en tout cas une diminution de cette capacité. Mais exactement, c'est de l'influence. C'est de l'influence. Mhm. Alors, il n'y a pas que du mauvais, pour nuancer l'idée, mais il y a aussi un côté idéologique qui est hyper fort. Vous aurez vachement de mal à voir les Russes sous un jour positif après ça. Mhm. Quand vous verrez que tous les moyens sont orientés contre les Russes, tous les moyens sont braqués sur les Russes, même si je veux dire, les Russes ne sont pas non plus nos plus grands alliés, je suis prêt à le reconnaître, il n'y a aucun problème. Bon, de là à dire que ce sont nos pires ennemis, j'apporterai une petite nuance qui n'existe pas chez les Américains. Et alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu récemment qu'il semble, enfin en tout cas, il y a des négociations, notamment à Genève, entre les Russes et les Américains, sur les relations russo-américaines, notamment en relation avec l'Ukraine et plus généralement, je pense, l'Europe de l'Est.
Et parce qu'il semblerait que donc les Américains, alors, depuis un certain moment, ont pivoté vers l'Asie, mais qu'ils se rendent compte aussi que, eh bien, il est difficile d'avoir entre guillemets deux fronts à gérer, c'est-à-dire d'un côté la Russie avec le théâtre européen et la Chine et le théâtre d'Asie du Sud-Est. Donc, il semblerait, a priori, qu'il y ait une tentative d'apaisement des Américains avec les Russes pour pouvoir se retourner vers la Chine et vers l'Asie plus généralement. Donc, on a vu que le centre de gravité mondial a basculé vers l'Asie, que ce soit économique et même, on va dire, géopolitiquement. Et je voulais voir avec vous quelle serait votre vision de la position de la France dans cette région. Parce que c'est une région essentiellement maritime. La France a notamment la Nouvelle-Calédonie, donc d'importants territoires, donc ce sont des zones économiques exclusives. Vous avez été donc commando de marine, et je voulais voir avec vous quelle serait votre vision dans cette région pour la France. Nous, dans cette région-là, on a effectivement tous les territoires ultramarins qui représentent des zones de pêche colossales. C'est un pan colossal de notre économie, mais qui est sujet à énormément d'influence. Je pense notamment au vote, au référendum de la Nouvelle-Calédonie qui a eu lieu récemment. Il y a eu toute une guerre subversive de la part des Chinois pour influencer les Calédoniens à voter contre la conservation de leur statut et pour une émancipation vis-à-vis de la France. Donc, même si ces populations, même si ces territoires sont extrêmement loin de la métropole, il n'en reste pas moins que ce sont des territoires français et qu'il faut absolument qu'on conserve cela de la même manière qu'à Madagascar, le territoire est assez contesté. Je pense qu'il faut absolument renforcer ces territoires-là. Moi, je serais pour le déploiement de moyens militaires là-bas afin d'assurer une permanence plus forte. Alors, même s'il y a des bases, il y a des bases militaires en Nouvelle-Calédonie notamment, mais je serais pour le développement notamment de nos frégates de surveillance dans ces territoires-là, afin d'assurer justement la souveraineté française qui est très peu assurée dans ces territoires-là. Alors, c'est difficile d'assurer parce qu'il y a une distance, mais bon, moi je suis un comment dire, j'ai beaucoup d'affection pour le principe de subsidiarité. Donc je pense que si vous lâchez quelques frégates de surveillance avec des bons pachas français, ils feront le travail, il n'y a aucun souci. Encore faut-il qu'on ait suffisamment de frégates de surveillance vis-à-vis de nos ambitions de conserver ces territoires absolument immenses. Quelle carte la France souhaite-t-elle jouer dans la région en termes de positionnement géopolitique pur et dur, en fait? Est-ce qu'un engagement inconditionnel aux côtés des Américains serait plus avisé qu'une position plutôt d'équilibre entre Chine, Amérique, Japon, Australie? Comment vous voyez la chose? C'est quand même difficile à dire, hein. Ouais. Enfin, vous le savez, vous me posez la question, je vous vois avec votre petit sourire, vous savez que c'est une question difficile pour le coup. En vrai c'est compliqué d'y répondre parce que, alors déjà, les équilibres sont très instables. Enfin, vous voyez, là, on a un accord de défense avec l'Australie pour qu'ils nous achètent des sous-marins. Au dernier moment, ils le rompent dans des conditions un peu rocambolesques. Bon. Demain, tout peut basculer, surtout dans ces régions-là, je pense. Donc, moi, je suis pour les jeux d'alliance et je suis pour les rapports de force. Enfin, c'est quand même la base de la géopolitique et je pense qu'il faut conserver ça tout en restant parfaitement pragmatique. Je pense qu'il ne faut pas d'idéalisme dans ces thèmes-là. Il faut être bien réaliste. C'est quand même Mitterrand qui nous disait déjà à l'époque que les Américains sont nos pires alliés. Enfin, c'est quand même absurde de voir avec quel aveuglement, avec quelle dévotion les gouvernements successifs français se soumettent aux injonctions américaines. C'est quand même assez navrant. Ce dont on a besoin essentiellement, c'est de s'affranchir
de toutes nos alliances qui n'en sont pas, qui sont des accords unilatéraux de soumission économique, de soumission stratégique, enfin, ce que vous voulez. Et on doit retrouver une certaine souveraineté, une certaine indépendance vis-à-vis de tous ces pays-là, un peu dans la formule de De Gaulle, avec notre arme nucléaire qui serait un petit peu notre armée impériale napoléonienne, qui nous permet voilà, de décider en autonomie vis-à-vis de tous ces grands pays hégémoniques. Et de redévelopper, enfin, de redévelopper donc, tout un idéal, toute une culture française qui a quand même fait notre plus grande gloire dans les siècles passés. On n'attend que ça. Les gens n'attendent que ça aujourd'hui. Ils ont soupé des McDo et de Hollywood. Enfin, je veux dire, non, mais c'est vrai, même les jeunes en sont parfaitement conscients. Hier, j'ai fait une conférence à 200 gendarmes. Et ils me disaient, mais nous, on en a marre de voir que tout s'américanise, tout s'anglicise, on en a assez. Et je pense que voilà, il va falloir qu'on mette le pied dans la porte, qu'on finisse par dire non, qu'on accepte de dire non, même si ce sera douloureux, même si ça peut être sanglant. Il faut dire non, il faut respecter nos engagements depuis toujours, il faut respecter la quête de nos idéaux qu'on a eu depuis toujours. Et je pense qu'on verra à ce moment-là une nouvelle, comment dire, une nouvelle croissance, un nouveau développement du rayonnement Une nouvelle français. perspective, en fait. Une nouvelle perspective. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, comme vous dites, bon, on voit que tout s'américanise, tout s'anglicise. On a une sorte de perte de sens général. Et puis voilà, en fait, c'est vraiment l'absence de perspective. On voit une Oui, situation qui est absolument. grave, on se lamente Absolument. dessus. Et au final, c'est un cercle vicieux qui s'initie et on ne voit pas l'issue. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et donc, faudrait revenir à l'essentiel, qui sont la défense des intérêts de la France, Ouais, voilà. Déjà, si on commençait par là, ce serait pas mal. à mon départ. Bon, je vous remercie en tout cas. Je vais peut-être terminer cet entretien Ouais, sur ça marche, ouais. une question un peu plus légère, qui est quel est votre champ militaire favori? Ah, bah, j'aime beaucoup la Strasbourgeoise, surtout le dernier couplet. Mhm. Bon, la Mon dernière petit cœur phrase. restera français. Ça, c'est mon petit cœur restera français, c'est ça? Exactement. Exactement. Bon, eh bien, en tout cas, je vous remercie, Louis Saillant, pour cet entretien. Merci à Je vous vous. souhaite Merci une bonne soirée. pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée aussi. Au revoir. Au revoir.